Bonjour Adrien Quatennens. Bonjour. Emmanuel Macron est rentré de sa tournée diplomatique en Russie, en Ukraine et en Allemagne. Des rencontres avec les chefs d'État qui ont permis, selon lui, d'empêcher une escalade dans la crise ukrainienne. Est-ce qu'il a fait avancer la paix ? Malheureusement, je ne le crois pas. Et d'ailleurs, si vous avez lu comme moi les lignes qui ont été publiées hier aux États-Unis, dans le New York Times, c'est assez affligeant parce qu'on a l'impression que la France est tombée dans un traquenard dans cette affaire. Un traquenard tendu par Biden aux États-Unis et l'Allemand Olaf Scholz. Je m'explique. Cette nuit, dans le New York Times, je lis le Kremlin a démenti les avancées vers la désescalade. Et il y a un titre d'article qui dit « La Russie sort Macron de l'équation ». Et ça dit « Des déclarations de responsables de la diplomatie russe sapent l'autorité, si ce n'est la crédibilité de la diplomatie française ». Pourquoi ? Parce que Emmanuel Macron va au Kremlin jouer en quelque sorte l'intermédiaire, tenter, comme c'est explicité dans beaucoup de médias, de jouer la désescalade. Et au moment où il le fait, vous avez Olaf Scholz et Joe Biden qui se rencontrent et qui, eux, sont dans une logique de montée des tensions en faisant des déclarations comme celle de Joe Biden sur le pipeline Nord Stream. Donc on peut se poser la question de savoir dans cette affaire, concrètement, si Emmanuel Macron, et donc à travers lui la France, n'a pas été en quelque sorte piégé. Alors, quid de l'Europe et du couple franco-allemand dans un contexte où, alors que la France s'expose dans cette situation, eh bien, l'Allemand et l'Américain, eux, font autre chose et font monter plutôt les tensions. Jean-Luc Mélenchon, il aurait fait quoi ? D'abord, il y a une chose qu'il faut rappeler, c'est qu'Emmanuel Macron... Jean-Luc Mélenchon, il aurait fait quoi ? Oui. Je vais vous dire. Si ça dysfonctionne, si on a cette impression d'une diplomatie française rabougrie qui se prend les pieds dans le tapis, c'est parce qu'Emmanuel Macron, lui, contrairement à ce que nous ferions, il est pris en étau dans des contradictions. D'un côté, la volonté affichée de contribuer à la désescalade, mais de l'autre, les déclarations sur la puissance européenne qu'il veut monter, alignée à l'OTAN. Donc Jean-Luc Mélenchon... Est-ce qu'il serait allé à Moscou, par exemple ? Évidemment. Oui. Est-ce qu'il serait allé à Kiev, discuter aussi avec le président ukrainien ? Discuter avec... Qu'il aurait fait la même chose. Avec tous les régimes. Non, pas exactement, parce qu'il n'aurait pas été aligné aux États-Unis d'Amérique dans le cadre de l'OTAN. Je crois que ce qu'il faut rappeler ce matin, c'est bien ça. Parce que, vous savez, à travers la question du conflit entre la Russie et l'Ukraine, en réalité, ce qui se joue, et il faut le rappeler, et pour le coup, Vladimir Poutine, quoi qu'on pense du régime, et il ne s'agit pas de le défendre. Je rappelle que Jean-Luc Mélenchon, quand il se déplace en Russie, il rencontre le principal opposant à Vladimir Poutine, Sergueï Oudaltsov. Nous ne sommes pas des soutiens, contrairement à ce que j'entends parfois, du régime de Vladimir Poutine. En revanche, ce qu'il faut dire, c'est que la France doit sortir de l'OTAN pour tenir une position non alignée. Parce que ce qui se joue là-bas, c'est bien en effet la question de l'extension à l'Est de l'OTAN. Vladimir Poutine voit sans cesse la puissance de l'OTAN qui s'étend jusqu'à sa frontière. Justement, voilà tout simplement ce qui se passe sur place. Jean-Luc Mélenchon a une drôle de formule, il dit « Les Américains ne doivent pas annexer l'Ukraine dans l'OTAN ». Annexer l'Ukraine, ça veut dire qu'en fait l'agresseur c'est qui ? C'est les États-Unis ? Ça veut dire que tenir... la victime, c'est la Russie. Puisque Marc Fauvel me posait la question de savoir ce que ferait Jean-Luc Mélenchon. Quand on parle d'une France indépendante et non alignée, comprenez bien, Salia Braclia, que non alignée, ça veut dire ni dans un camp, ni dans l'autre. La position de Jean-Luc Mélenchon consisterait donc à dire tout simplement, et c'est ce que nous disons, la Russie ne doit pas envahir l'Ukraine, mais les États-Unis ne doivent pas non plus, en effet... faire en sorte que l'OTAN s'étende jusqu'à l'Ukraine. Et là, c'est l'Ukraine. Ils n'ont pas un pistolet sur la tempe, les Ukrainiens, pour entrer dans l'OTAN. Comment ? Non, mais vous voyez bien, un président souverain. Il y a une mainmise des Américains sur l'Ukraine. La logique des États-Unis d'Amérique. Chaque pays décide librement ou non de rentrer dans l'OTAN. Là, c'est pas le cas de l'Ukraine. Ce qui se passe, en effet, quand vous voyez le déploiement des troupes américaines qui s'étendent toujours plus à l'Est, clairement, vous voyez la réactivation d'une logique de guerre froide. Bon, on va essayer de pas répondre toujours à l'avant-dernière question, mais qui est le pays agressé et qui est le pays agresseur dans ce dossier pour vous ? C'est pas aussi simple que ça. Vous avez d'un côté la Russie qui souhaite avoir des garanties écrites, légales, de la part des membres de l'OTAN. Qui le souhaite tellement qu'elle a mis 130 000 hommes à ses frontières. Mais de la même manière, vous pourriez aussi vous offusquer sur le fait de voir que l'OTAN avance toujours à l'Est. C'est-à-dire vous devez nécessairement avoir les deux points de vue. Et ce que vous devez comprendre, c'est que la situation géopolitique qu'on a sous les yeux désormais, c'est en quelque sorte le conflit larvé entre d'un côté les États-Unis qui sont en perte de puissance économique et qui donc n'a pas envahi une partie de l'Ukraine.
Mais attendez, l'OTAN n'a pas mené une guerre indépendantiste au Donbass. L'OTAN n'a pas envahi la Crimée. Vous niez, Marc Fauvel, que l'OTAN soit une puissance agressive qui ne cesse d'étendre. C'est la Russie qui a annexé, pour le coup, c'est le terme que vous avez utilisé tout à l'heure, qui a annexé en 2014 la Crimée. C'est la Russie qui aujourd'hui donne les armes aux séparatistes dans la région orientale de l'Ukraine, qui est le Donbass. C'est la Russie. C'est pas l'OTAN, on est d'accord. La Russie souhaite simplement obtenir des garanties de la part de l'OTAN sur le fait que l'OTAN ne s'étende pas toujours plus et se rapproche de son territoire. En quelque sorte, c'est le fait d'avoir cette garantie que l'OTAN n'aille pas sur les anciennes républiques qui composaient le bloc soviétique, tout simplement. Donc ce que je veux dire, c'est qu'à travers la question du conflit entre la Russie et l'Ukraine, et d'ailleurs c'est le régime ukrainien, les responsables ukrainiens eux-mêmes qui disent un instant, il n'y a pas de risque imminent. Les responsables ukrainiens disent qu'il n'y a pas de risque imminent d'envahissement par la Russie de l'Ukraine. Ils le disent. Donc si vous voulez, l'ambiance médiatique qui est saturée sur l'idée qu'il y aurait un risque imminent d'invasion et de conflit armé sur place, crée une situation où on ne voit pas que ce qui se joue essentiellement sur place, c'est cette question de l'extension de l'OTAN à l'Est, tout simplement. Donc, je rappelle, parce que c'est l'essentiel, la position qui serait celle de la France. Si Jean-Luc Mélenchon gouvernait ce pays, c'est une position de non-alignement, la nécessité de sortir de l'OTAN pour tenir véritablement un rôle de puissance médiatrice. Et par ailleurs, se pose ce matin la question, compte tenu de l'information principale, à mon avis, que je vous donne concernant cette rencontre, compte tenu de ce qu'on lit dans le New York Times et du fait que la diplomatie française passe encore pour la 5e roue du carrosse, dans un moment où, en même temps, Olaf Scholz, l'Allemand, et Joe Biden, eux, sont dans une logique d'escalade dans les propos qui ont été tenus, on se pose la question de savoir si Emmanuel Macron n'a pas été en quelque sorte dupé, trahi par nos principaux alliés. Adrien Quatennens, vous restez avec nous. Le fil info 8h40 avec Lisa Guyenne. On poursuit cet entretien dans un instant. Avant de publier ses bénéfices qui s'annoncent records pour 2021, le groupe Total Energy promet de faire un geste face à la hausse des prix ce matin. Une remise de 100 € sur la facture de gaz de 200 000 de ses abonnés précaires et une remise de 10 centimes par litre sur les pleins de 50 litres dans ces stations de zone rurale. La production électrique au plus bas depuis 30 ans en France. 20% du parc nucléaire sera à l'arrêt cette année. EDF annonce qu'il va fermer 3 réacteurs supplémentaires pour vérifier d'éventuels problèmes de corrosion. Et cela alors qu'Emmanuel Macron est attendu demain à Belfort pour dévoiler son plan de relance du nucléaire. Le procès des attentats du 13 novembre avec l'audition aujourd'hui de Salah Abdeslam, l'unique membre encore en vie du commando. Il sera questionné sur son rapport à la religion et sur la préparation des attentats jusqu'à l'été 2015. Les Jeux Olympiques d'hiver à Pékin, on suit ce matin Chloé Trespeuch et Julia Pereira de Souza, les 2 Françaises qualifiées en demi-finale de snowboard cross. France Info. Le 8-30 France Info, Salia Brakia, Marc Fauvel. Toujours avec Adrien Quatennens, député de la France Insoumise du Nord. Le PDG de Total a annoncé ce matin chez nos confrères de RTL une remise de 5 € en caisse pour un plein de 50 litres. Une mesure qui va être mise en application dans les zones rurales. Et aussi un chèque de 100 € pour les 200 000 foyers les plus précaires utilisateurs de gaz. Est-ce que c'est une bonne chose ou alors pour vous, c'est juste le minimum ? Évidemment que c'est une bonne chose, mais c'est clairement insuffisant. Enfin, il faut rappeler quand même que Total réalise dans cette période où la plupart des Français se serrent la ceinture, ont du mal à payer leurs factures ou à payer le carburant à la pompe, Total réalise un résultat net de 15 milliards d'euros. C'est le plus gros bénéfice jamais réalisé par une entreprise française. On avait calculé avec Jean-Luc Mélenchon que sur les principaux fournisseurs d'énergie, si on taxait ne serait-ce que 10% des profits absolument incroyables qu'ils ont réalisés dans la période de crise, on aurait pu distribuer, je crois, un chèque de 300 € à chaque foyer. Donc, évidemment, c'est bien, c'est mieux que rien, mais c'est clairement insuffisant au regard des profits incroyables qui ont été réalisés. Voilà. Et je pense que c'est ça qui devrait avoir vraiment l'indignation générale quand on voit les résultats. C'est-à-dire, vous avez d'un côté des Français qui ont énormément de mal à boucler leur fin de mois. On a l'angoisse d'ouvrir la boîte aux lettres pour payer ses factures. Et de l'autre côté, on apprend les chiffres absolument incroyables, les profits du CAC 40 qui devraient excéder 137 milliards, les dividendes versés aux actionnaires. Alors, on a l'habitude d'entendre les responsables politiques de gauche dire que c'est pas bien de distribuer trop de dividendes, mais là, c'est des montants absolument records. On parle de 70 milliards. Si vous étiez au pouvoir, vous taxez toutes les entreprises du CAC 40 de 10%, du moins leurs bénéfices ? Nous, on a proposé une loi à l'Assemblée qui a été portée par Mathilde Panot, qui était une loi de taxation de ce qu'on a appelé les profiteurs de crise. Comment on faisait ? Vous comparez avant la crise
les bénéfices, les chiffres d'affaires à N-1 avec ce qui s'est produit pendant la crise. Et pour les entreprises, vraiment les grosses, c'était plus de 750 millions de chiffres d'affaires, donc ça concerne les grosses boîtes, on taxe la moitié du surplus qui a été réalisé pendant la période de crise. Il n'y a pas de raison qu'on fasse des profits 50% sur la différence. 50% sur la différence. C'est-à-dire si vous constatez ça ferait combien énormément, ça dépend des profits en question. Sur l'ensemble du CAC 40, sur l'ensemble là, des entreprises concernées, mais pour toutes les entreprises supérieures à 750 millions de chiffre d'affaires, on compare par rapport à N-1. S'il y a un surplus de profit lié à la crise sanitaire, si on tire profit d'une situation de crise, eh bien on en prend 50% parce que là, pour la redistribution. Le gouvernement dit on ne va pas taxer davantage les entreprises qui font du bénéfice parce qu'elles doivent justement se servir de cet argent supplémentaire pour investir dans le numérique ou dans la transition écologique. C'est le moment. Regardez les dernières données publiées par Alternative Économique sur l'investissement. C'est qu'il faut aussi sortir de cette logique. Quand on entend Bruno Le Maire, etc., nous faire les louanges de la bonne santé économique, la vérité, c'est que la priorité va aux dividendes, va au profit et pas à l'investissement productif. Alternative Économique a sorti des très bonnes données hier qui montrent que en moyenne, c'est 1,5 fois de plus qui va dans les dividendes que dans l'investissement productif. Ce que d'ailleurs, le gouvernement également, Adrien Quatennens, c'est que cet argent, il a servi à augmenter les embauches, que le taux de chômage est au plus bas, vous le savez, depuis des années et des années, et que l'emploi salarié a bondi l'an dernier, en partie grâce à l'argent des entreprises petites ou grandes. Marc Fauvel. Pardon, moi je me réjouirai toujours quand le chômage baissera effectivement. Sauf qu'aujourd'hui, la baisse affichée du chômage, elle est d'abord le fait de la précarisation maximale de l'emploi, le fait que 90%... Non mais il y a deux facteurs. Il y a ça, de CDI il y a ça augmenté, et vous comprenez une chose, c'est que en 2020, je crois, c'est 320 000 destructions d'emplois nets avec la crise, malgré toutes les aides qui ont été versées aux entreprises. C'est-à-dire que vous avez quand 2020, avouez que c'était une année un tout petit peu exceptionnelle mais du point de vue des confinements. Du coup, comprenez aussi que quand on vous parle du nombre d'emplois nets créés, il faut le mettre en corrélation avec le nombre de destructions qu'il y a eu juste avant. C'est comme la croissance. Je parle d'emplois nets. Le chômage, quand il baisse, c'est en net, mais en comptant les suppressions. En réalité, ce gouvernement, c'est le champion des emplois subventionnés, de l'apprentissage et tout le reste. Mais quand vous regardez concrètement la création d'emplois pérennes, on reste dans une situation de chômage de masse. Alors, la bonne solution pour créer des emplois véritablement, ce sont les solutions que nous proposons dans le programme de Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire la répartition du temps de travail. S'il y a d'ailleurs autant de profits et de bénéfices, s'il y a autant de valeur produite qui est accaparée entre quelques mains, c'est bien la preuve qu'il faut arrêter de se faire des suies avec l'idée de dire on ne peut pas financer toutes sortes de progrès. Si nous pouvons. Nous pouvons diminuer le temps de travail pour faire en sorte qu'on travaille moins, mieux et tous. À combien ? Nous, on propose d'appliquer réellement les 35 heures déjà pour commencer et d'ouvrir immédiatement les négociations pour aller vers les 32. Payer combien ? On propose payer avec un minimum au SMIC de 1 400 € net puisque nous voulons revaloriser les salaires. Attendez, vous quelqu'un qui aujourd'hui est au 35 et qui passerait au 32, il garderait son salaire ? L'idée, c'est qu'en effet, le SMIC soit à 1 400 € net minimum. Même plus. Et même, c'est pas ma question. Quelqu'un qui gagne, admettons, même plus que le SMIC, j'en sais rien, 1700, 1800 €, qui travaille aujourd'hui 35, que vous faites passer à 32, il conserve son salaire ? Oui, bien sûr. Oui, c'est l'entreprise qui paye la différence dans ce cas-là ? Évidemment, mais pour une raison, Marc Fauvel, c'est que, encore une fois, ne pas confondre les petites entreprises et les grandes entreprises, mais admettez que nous avons largement les moyens et que le problème, c'est un problème de répartition de la valeur. Même les PME ? Mais alors, les PME, les TPE, elles vont bénéficier notamment de la hausse du SMIC. Je m'explique. Quand vous augmentez les bas salaires, vous retirez en quelque sorte de l'argent de la sphère financière, des dividendes vers ses actionnaires notamment, et vous pensez bien que les bas salaires que vous augmentez, ça va aller vers la consommation populaire, et ça va notamment bénéficier aux PME, aux TPE, à ces emplois qui ne sont pas délocalisables. Marc Fauvel, vous n'allez pas demain, si vous avez un salaire au SMIC et que vous êtes augmenté, vous n'allez pas aller vous coiffer ou faire vos commissions en Chine, par exemple. Il y a plein d'emplois qui ne sont pas délocalisables. Mais en attendant, le chef d'entreprise, même dans la petite structure, elle doit payer plus pour suivre la hausse du SMIC, mais elle en bénéficie aussi par l'augmentation de la consommation. Oui, à condition populaire. Que le produit qu'elle vend... vous imaginez bien que quand vous augmentez les bas salaires, ça va aller on va aider notamment les PME, les TPE. Ça ruisselle finalement. Mais c'est nécessaire. Ouais, donc ça existe, le ruissellement. Mais ça existe si on crée les conditions d'un véritable partage de la valeur produite. Juste un instant. Songez que depuis des décennies, la productivité a augmenté. C'est-à-dire, en gros, on a besoin de moins de travail humain pour produire la même quantité, sinon même beaucoup plus de richesse. Or, Marc Fauvel, les salaires n'ont pas augmenté et le mouvement historique de diminution du temps de travail s'est interrompu. Donc là, vous devez vous dire, attendez, si on produit plus de richesse avec moins de travail humain, comment se fait-il que les salariés ne voient pas leur salaire monter, les salaires ni la ont augmenté, diminution de ces dernières années. Alors attendez,
juste ces 10 dernières années, Marc Fauvel. Ces 20 dernières années. Non, mais là, moi, je vous parle de ces 10 dernières. Je vais vous donner des chiffres qui vous dressent un peu un tableau, qui dysfonctionnent complètement. Ces 10 dernières années, les dividendes versés aux actionnaires ont connu une progression de 70%, et dans la même période, les salaires ont augmenté en moyenne que de 12%. Et l'investissement productif dont je vous parlais, dont nous aurions besoin pour la planification écologique, pour tout ce qu'il y a à faire, cet investissement productif, il a reculé de 5%. Donc oui, dire qu'on augmente les salaires, dire qu'on augmente les minima sociaux pour faire en sorte que personne dans ce pays ne vive sous le seuil de pauvreté, alors que 8 millions de personnes aujourd'hui dépendent de l'aide alimentaire, c'est nécessaire pour non seulement éradiquer la pauvreté, mais aussi pour relancer l'économie et la rendre plus vertueuse. On ne peut pas continuer avec cette foire aux dividendes et à des milliardaires qui se sont enrichis et qui font qu'aujourd'hui en France, vous avez 5 milliardaires qui possèdent autant que 10 millions de la population, 40% de la population. C'est pas possible. Adrien Caténin, c'est un tout autre sujet. EDF va fermer 3 réacteurs nucléaires supplémentaires pour effectuer des contrôles à la suite de problèmes de corrosion. Au total, ce sont 11 réacteurs qui sont à l'arrêt. Est-ce que pour vous, cette annonce, elle donne raison à Emmanuel Macron qui va annoncer demain la construction de 6 à 14 nouveaux EPR face à un parc nucléaire qui est vieillissant ? Non, pas du tout. Vous savez très bien quel est notre point de vue, et c'est pas une question idéologique. Le parc nucléaire français et toutes les difficultés qu'on voit, le fait qu'il y ait des arrêts qui se multiplient pour des travaux de maintenance, les incidents qu'on a vus comme les incendies, etc. Faut pas prendre la question nucléaire à travers un biais idéologique. Le parc nucléaire français, il arrive à obsolescence. Il a été programmé pour quelques décennies, on arrive au bout. Donc il faut construire de nouveaux EPR. Non, justement, c'est pas un choix idéologique qu'il faut faire. Il faut se dire clairement, vous savez que si on construit de nouveaux EPR, je rappelle d'ailleurs qu'il y a 0 EPR qui fonctionne aujourd'hui dans le monde. Nulle part. Nulle part. On est arrivé au bout, nulle part. Donc c'est aussi très ambitieux, voire même dangereux, quand on voit tout le fiasco, y compris de Flamanville. C'est une véritable ruine. Aujourd'hui, et sans idéologie, ce qu'il faut se dire, c'est que si on devait relancer le nucléaire, on en prend pour des générations. Nous avons mieux à faire. Nous voulons organiser, planifier une sortie du nucléaire. Personne ne dit qu'un pays comme la France, qui a mis tous ses œufs dans le même panier, va en sortir en claquant des doigts. Ça n'est pas vrai. Mais il faut le décider politiquement et, dès l'arrivée d'un nouveau pouvoir en 2022, organiser cette sortie en misant à fond sur les énergies renouvelables. Alors, il y a ceux qu'on connaît, le solaire, l'éolien, et vous allez me dire, il y a tous les problèmes d'intermittence, etc. Oui, aujourd'hui, on n'a pas encore les technologies nécessaires. Il y a tout ce que nous voulons faire avec l'économie de la mer, qui, contrairement à ce que dit Julien Bayou, c'est pas l'exploitation des fonds marins de manière prédatrice. C'est se dire que la mer, l'océan et les mouvements naturels de la mer et des océans regorgent d'énergie que nous pouvons en effet exploiter pour pouvoir sortir notamment du nucléaire. Mais si les technologies, elles existent, simplement on les a pas développées comme on aurait dû parce qu'on a mis tous nos œufs dans le même panier. Voilà le problème essentiel. Donc ça va mettre beaucoup de temps, beaucoup de temps. Ça va mettre, dans ces cas-là, du temps. Qu'est-ce qu'on fait ? On prolonge encore l'utilisation des centrales nucléaires qui sont déjà très vieillissantes ? Écoutez, le scénario sur lequel nous sommes calés, c'est le scénario négawatt, qui je crois maintenant a un horizon 2045, je crois, pour la sortie définitive. Ça veut dire que c'est progressif. Ça passe à la fois par une montée en puissance radicale des énergies renouvelables, par aussi des économies d'énergie, notamment par la rénovation des bâtis, parce qu'on a ces problèmes de passoires thermiques, etc. Et aussi par une forme de sobriété. Il y a des choses qui doivent croître, mais d'autres qui doivent décroître. Par exemple, je pose juste une chose sur la table, tous les panneaux lumineux qu'on voit se développer en ville, etc., ça, il faut arrêter. Par contre, une chose que je veux dire... moins d'électricité. Une chose que je veux dire par rapport à EDF, parce que le sujet, c'est pas uniquement le sujet du mix énergétique, qui est un vrai débat qu'on doit avoir, c'est qu'on a vraiment une urgence, là, pour sauver l'entreprise. Donc nous avons besoin d'en finir avec la gabegie du marché et des volontés de la Commission européenne. Vous savez que ce qui met spécialement en difficulté EDF aujourd'hui, c'est le fait que l'État contraigne l'entreprise à mettre à disposition de ses concurrents une énergie produite par EDF pour artificiellement créer un marché. Et ça met carrément en difficulté l'entreprise. Donc en fait, on nous avait promis que l'ouverture des marchés serait bénéfique, qu'elle baisserait la facture des consommateurs. Tout le monde a vu que les prix ont augmenté de manière considérable. Je crois que c'est plus de 70% sur la facture d'électricité. Et dans le même temps, ce marché dysfonctionne. Donc c'est le moment de dire que nous avons besoin d'un grand pôle public de l'énergie qui maîtrise toute la chaîne de production, qui nous permette d'assurer des prix bas et maîtrisés, et de faire la bifurcation écologique dont nous avons besoin. Adrien Caténin, coordinateur de la France Insoumise, invité de France Info, 8h52, le fil info, Lisa Guyenne.
Alerte au don de sang, les réserves s'épuisent. Pour la première fois, l'établissement français du sang déclenche son bulletin d'urgence vitale. Il manque 30 000 poches et la situation pourrait s'avérer dangereuse à court terme pour les malades. L'inflation va encore augmenter cette année, entre 3 et 3,5% au premier semestre selon l'INSEE. Dans ce contexte, Total Energy, qui doit publier ses bénéfices records demain, annonce aujourd'hui un geste sur le gaz et l'essence. Des remises pour ses abonnés précaires et pour ceux qui vivent en zone rurale. À 2 mois de la présidentielle, Valérie Pécresse s'approche des 1000 parrainages avec une légère avance sur Emmanuel Macron, toujours pas déclarée. Anne Hidalgo franchit aussi la barre des 500 signatures. Éric Zemmour et Marine Le Pen en ont moins de 150 pour l'heure et seulement 36 pour Christiane Taubira. Les Jeux Olympiques de Pékin tout de suite et le snowboard cross, une nouvelle médaille française qui vient de tomber, Jérôme Val. Oui, c'est l'argent pour Chloé Trespech qui a fini deuxième de cette finale ici à Zhangjiakou. Et elle a le sourire, Chloé Trespech, la native de Bourg-Saint-Maurice en Savoie, qui a le drapeau tricolore dans les mains et qui est en train d'exulter et notamment de féliciter celle qui est devenue championne olympique, l'américaine Lindsey Jacobellis. Et cette deuxième place donc pour Chloé Trespech à Pékin. France Info. Le 8-30 France Info, Salia Brachia, Marc Fauvel. Toujours avec le coordinateur des Insoumis, Adrien Quatennens. En France, plusieurs mouvements veulent s'inspirer de ce qui se passe en ce moment au Canada, dans la capitale fédérale canadienne, où des centaines de routiers anti-vax bloquent les rues de la ville. Des mouvements sont prévus pour partir dans les heures qui viennent, pour arriver à Paris ce week-end, puis à Bruxelles. Est-ce que vous les soutenez ? Évidemment, je crois qu'il faut rappeler une chose d'un mot. Il faut abroger maintenant le pass vaccinal et en finir avec toutes ces mesures liberticides qui n'ont pas d'efficacité dans la jugulation. Donc on verra des insoumis dans le convoi ? Moi, s'il y en a qui souhaitent y aller, en effet, moi, je les encourage à y aller. En effet, il faut arrêter avec cette logique-là. Et y compris, il y a des revendications, je l'ai vu, qui sont aussi liées aux autres problématiques, notamment. Vous avez vu les revendications dont s'inspirent les Français au Canada ? Notamment la question du pouvoir d'achat. Salué par Donald Trump. Oui, non, mais attendez. Il s'agit de défendre les libertés. Voilà. Là-dessus, il n'y a plus de camp politique. Nous ne sommes pas d'accord avec l'idée que soient maintenues durablement des logiques liberticides comme celles que l'on voit, qui d'ailleurs ne sont pas en mesure. Je ne vais pas vous refaire toute la discussion qu'on a déjà eue 1000 fois sur ce plateau. Vous appelez les Français à rejoindre ces convois ? Mais écoutez, il faut voir la liste des revendications dans le détail. Mais s'il s'agit de défendre la liberté, de dire qu'on doit abroger le pass vaccinal, oui, je vous le dis. D'ailleurs, je vous le dis, Jean-Luc Mélenchon élu au mois d'avril n'attendra pas l'été pour l'abroger. Au Canada, c'est pas sur le pass vaccinal, c'est sur le vaccin. Il y a aussi la question du pouvoir d'achat en France. Et j'ai vu certains qui ont l'intention d'utiliser ces convois pour en quelque sorte revenir avec des revendications qui n'ont pas été satisfaites des Gilets jaunes, et évidemment que nous les soutenons toujours. Des discussions secrètes ont eu lieu entre les équipes de Christiane Taubira et celles de Yannick Jadot. C'est ce qu'on a appris hier en vue d'un éventuel rapprochement. Quelle serait votre réaction, Adrien Quatennens, en cas de fusion Taubira-Jadot ? Écoutez, bravo à eux. Qu'est-ce que je vous dise ? Non, moi ça m'intéresse pas franchement. On est à 60 jours du premier tour et on voit maintenant clairement se détacher le bloc populaire que nous constituons avec Jean-Luc Mélenchon. Tous les sondages nous donnent maintenant à plus de 10%, c'est-à-dire au-delà... si, écoutez, regardez. Pas le dernier. Écoutez, le dernier. On va pas se battre sur les chiffres. Le dernier d'hier, c'est 13, c'est-à-dire à 2,5 points, 3 sur points. Sur France Info, on en donne qu'un, c'est le nôtre, c'est une fois par mois. Vous êtes à 9, on va pas se battre sur les chiffres. Il y en a beaucoup entre temps. Autour de 10. Simplement, ce que je veux dire, c'est que ça se décroche très largement du reste. Et que désormais, pour celles et ceux qui veulent véritablement que ça change, en finir avec le quinquennat de M. Macron et surtout régler tous les problèmes du quotidien. On a parlé pouvoir d'achat, on a parlé emploi et nous avons beaucoup de solutions pour relancer l'emploi pérenne. Il y a énormément de besoins que ça change pour vraiment s'occuper de la bifurcation écologique. Par exemple, Anne Hidalgo, qui est la candidate socialiste, elle dit non seulement vous ne serez jamais au second tour parce que vous êtes dans une logique contestataire et en plus vous n'avez pas envie de gouverner. C'est ce qu'elle dit. Alors une bonne fois pour toutes, mais de quel droit est-ce que Madame Hidalgo vient dire qu'on n'a pas envie de gouverner ? Moi, je dis à Madame Hidalgo, mais je m'adresse pas à elle, à travers elle, je m'adresse à tous les Français qui nous écoutent. Notre aspiration, clairement, avec le programme que nous avons, que nous présentons devant les Français, que nous complétons avec toute une série de livrets, les équipes qui sont prêtes, oui, nous aspirons à gouverner ce pays. Si et Jean-Luc Mélenchon est élu, Adrien Quatennens, pour changer les choses à la marge. Oui, c'est un programme de rupture. Si Jean-Luc Mélenchon est élu dans 2 mois et demi, il y aura que des insoumis dans le gouvernement, ou ce sera un gouvernement gauche pluriel, ou même ouvert à des personnalités de droite. Regardez déjà, vous savez, l'union, certains en parlent, nous on l'a fait véritablement. Vous avez vu la composition, est-ce que vous avez vu la composition du Parlement de l'Union populaire ? Parce qu'aujourd'hui vous avez plus de 280 000 citoyens
citoyens qui soutiennent la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Mais vous avez ce Parlement de l'Union populaire qu'on a ouvert. Juste d'un mot, Marc Fauvel, il y a là-dedans 260 personnes. La moitié sont pas membres de la France Insoumise, n'ont pas l'intention de l'être. Et dans la composition, vous avez quand même des gens, ça va de Sébastien Jumel, parlementaire communiste, à Émeric Caron, plutôt d'une écologie radicale, Claire Lejeune, qui était responsable des jeunes écolos, Alma Dufour. Ce que je veux dire, c'est que vous avez là une union assez large. Ceux qui sont aujourd'hui candidats face à vous, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Christiane Taubira, ils pourraient rejoindre un gouvernement. Mais je crois que sur ce plateau, Jean-Luc Mélenchon a dit quelque chose de clair. Si nous sommes en situation d'être au second tour, si nous sommes qualifiés pour être précis, sur ce plateau, Jean-Luc Mélenchon, il n'a pas dit grand-chose, il n'est pas venu depuis 2 ans. Je crois qu'il est déjà venu certains dimanches. Ouais, c'est une émission de France Inter, mais c'est pas grave, c'est le même plateau, mais c'est pas tout à fait la même antenne. Le même plateau. Mais il est le bienvenu, Jean-Luc Mélenchon. En tout cas, Jean-Luc Mélenchon a dit, et je répète ce matin à votre micro, que si nous sommes en situation d'être au second tour, nous appellerons toutes celles et ceux qui le veulent à gouverner avec nous, pour la raison qu'alors, et seulement alors, on saura pourquoi faire, sur la base d'un programme. Et aujourd'hui, clairement, Jean-Luc Mélenchon incarne ce vote efficace qui permet la qualification au second tour. Donc il est temps maintenant, pour les femmes et les hommes de gauche qui hésitent, de se regrouper autour de cette candidature pour changer la vie vraiment et pas en reprendre pour 5 ans d'Emmanuel Macron ou d'une nuance de droite ou d'extrême droite. Voilà ce que nous avons à faire dans les 60 jours qui nous séparent du scrutin. Merci. Adrien et donc Quatennens. Rendez-vous à Montpellier dimanche pour un grand meeting à 14h. Et bonne journée à vous. Merci.